Et dès que vous aurez appuyé, ça sera parti pour Jean-Pierre Petit. Bon. Voilà. Bon, eh bien, d'un commun accord, il a été entendu que je ferai un petit rappel sur l'historique du nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est né pendant la guerre, sur la base d'idées théoriques qui dataient de l'avant-guerre. Et ce que je voulais rappeler, c'est que le premier réacteur nucléaire n'a pas été construit pour produire de la chaleur, il a été construit pour produire du plutonium. Mais ça fait rien, il produisait de la chaleur quand même. Et il a été construit, et là on a une image, on voit l'image de ce premier réacteur à fission qui a été construit sur le schéma donné par Enrico Fermi, sous les gradins du stade de Chicago. Et qu'est-ce que c'est? C'est un empilement, une tapée de blocs de graphite, avec des barres d'uranium, et puis c'est contrôlé, on a l'image suivante qui est là, par du cadmium pour contrôler le réacteur. Mais finalement, un truc comme ça peut être monté en quelques semaines, quoi. Et puis, ma foi, on a constaté qu'il y avait des réactions en chaîne auto-entretenues, donc ça marchait. Et là, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'immédiatement, à Hanford, on a construit des réacteurs plutinogènes, mais 240 MW. Là, il n'y avait même pas besoin d'avoir de réfrigération, 240 watts, c'est rien. Mais ça montre qu'on dominait complètement la vision théorique des choses. Et qu'on pouvait dire, voilà, je sais faire un réacteur qui fait 240 watts, je vais faire un truc qui est 1 million de fois plus puissant. Alors, par contre, quand on prend la fusion, c'est un monde complètement différent. Et moi, je dis qu'il y a autant de différences entre un réacteur à fusion en tant que machine qui est censée produire du courant électrique et un réacteur à fission qu'entre un turboréacteur et une bouilloire. Alors on s'étonne du temps que les gens ont mis à réaliser la première production d'énergie par fusion, mais ce que je voudrais évoquer ici, et on va en parler tous les deux, c'est les difficultés énormes qui se présentent. Bon, maintenant je vous passe la parole. Bien, appuyez sur le bouton. Ah ouais. Oui, donc comme on en a déjà parlé ensemble, j'ai une petite expérience dans la fission puisque j'ai travaillé dans le nucléaire et j'ai également une expérience cette fois-ci plus d'études de la fusion, plus particulièrement sur le dispositif tokamak. Alors il est clair que le principe de production de l'énergie à partir des noyaux, ce que veut dire le mot nucléaire, est basé sur la récupération de l'énergie potentielle qui existe dans le noyau, et il y a deux façons de récupérer cette énergie à partir des noyaux. La première, c'est prendre un gros et le casser, et on obtient de la fission dont on vient de parler. Et puis l'autre, c'est de prendre des nucléons et de les mettre ensemble et obtenir à nouveau de l'énergie de liaison disponible, et ça c'est la fusion. Donc on voit que effectivement sur l'aspect microscopique des choses, l'aspect nucléaire des choses, il n'y a pas de différence qualitative entre la fission et la fusion, puisque c'est exactement les mêmes forces nucléaires qui sont mises en œuvre, dont on récupère l'énergie potentielle. Alors là, je voudrais vous poser une question, parce que le tokamak, je l'ai vu à Fontenay-Rose, et vous parliez de réaction nucléaire avec des composants. Et ces composants, c'est quoi? Alors je vais jouer un peu celui qui a une vision de loin d'un sujet extraordinairement complexe. J'ai effectivement travaillé pendant quelques mois sur un aspect très particulier du tokamak, qui est le problème de la stabilité. Alors le problème de la fusion, sans rentrer dans des sujets très techniques, et plus particulièrement de la technologie de tokamak, puisqu'on évoquera peut-être également plus tard d'autres technologies qui, elles, ne sont pas basées sur le plasma, c'est que nous devons obtenir fondamentalement des conditions opératoires qui sont équivalentes à celles qu'il y a au centre du Soleil. Qui se caractérisent par des températures très élevées, par des pressions et des temps de contact suffisamment longs,
pour que la réaction de fusion qui nécessite de vaincre les forces de répulsion entre les particules chargées, les protons en l'occurrence. Donc c'est une question de temps de contact. Il faut que le plasma reste chaud pendant suffisamment longtemps et avec une densité suffisante. En général, ce qu'on sait faire, du moins de sont mes souvenirs de l'époque, on savait faire des températures élevées mais densités trop faibles, ou alors des densités suffisantes, et du coup les températures n'étaient pas suffisantes. Donc on arrivait à allumer l'anneau, puisque le plasma était sous forme de l'anneau maintenu par des aimants dans sa forme, parce qu'on travaille avec des températures qui sont supérieures à 100 millions de degrés. Donc on imagine bien sûr que si cet anneau chauffé à blanc touche le bord en métal, ça s'évapore immédiatement. Donc maintenu, confiné par des électroaimants. Et la difficulté particulière que j'avais vue dans le problème, c'est que le plasma, qui est le quatrième stade de la matière, des solides, des gaz, des liquides, et puis on a des plasmas qui se comportent à la fois comme des fluides, c'est-à-dire obéissant à des lois comparables à des lois de Navier-Stokes en mécanique des fluides, mais en même temps, comme c'est des particules chargées, ça obéit à des lois électromagnétiques. Donc on a un électromagnétisme plus Navier-Stokes, ce qui donne des équations horriblement complexes. Et comme on connaît les turbulences dans des fluides plus classiques, rivières, océans, vagues sous la tempête, on a des apparitions dans des fluides classiques, des phénomènes chaotiques. Un phénomène chaotique, c'est un phénomène d'instabilité dans lequel le système se met à osciller d'une façon qui n'est pas prévisible. Eh bien, ce qui se passe dans le plasma, c'est des instabilités de ce type-là, et la difficulté qui probablement n'est pas encore résolue ni sur le plan théorique ni sur le plan pratique aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces instabilités soient vaincues. Vous y aller ? Bon. Alors, vous n'avez pas répondu à mes questions. Là, vous avez fait une présentation sur le schéma général et vous parlez d'ailleurs de protons. Alors, je ne sais pas si sur Fontenay-aux-Roses, on travaillait sur des protons ou sur du deutérium. Du deutérium. Absolument. Donc, vous essayez de chauffer un mélange de deutérium. Mais dans les projets, et actuellement le sujet le plus brûlant c'est ITER, et ITER c'est pas une fusion de deutérium, bien Tritium. Voilà, alors la question c'est comment ça marche? Eh ben là, je suis certain que vous êtes mieux placé que moi pour expliquer comment fonctionne ITER. La réaction deutérium-tritium est bien sûr plus facile que deutérium-deutérium, et encore beaucoup plus facile que ce qui se passe effectivement dans le Soleil, qui est une fusion hydrogène-hydrogène, puisque les forces nucléaires à vaincre sont beaucoup plus grandes dans la fusion hydrogène-hydrogène que dans le cas de deutérium-tritium. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on choisit cette réaction. Elle est bien plus facile à réaliser que la réaction hydrogène-hydrogène. En dehors de cette considération générale que dans la gamme des fusions possibles entre des isotopes d'hydrogène, deutérium-tritium, c'est la plus facile. Je ne sais pas quoi rajouter. Ah si, ce qu'il faut rajouter, c'est d'où vient le tritium. Alors, à ma connaissance, ce sujet-là n'est pas encore résolu. Le tritium est un isotope d'hydrogène, donc il faut bien sûr l'obtenir à partir de l'eau, par des procédés qui sont sans doute des procédés de centrifugation. Dans ce cas, je préfère que... Non, je vous arrête tout de suite parce que le tritium a une durée de vie de 12,3 années. Donc il est exclu de le trouver dans la nature. S'il était dans la nature, il serait déjà décomposé. Alors, effectivement, on trouve du deutérium en quantité dans l'eau, parce que lui, il a une durée de vie très importante, mais pas de tritium. Donc le tritium n'existe pas dans la nature. Donc si on démarre des réactions avec du tritium, ce tritium sera fabriqué dans des réacteurs à eau lourde qui s'appellent les réacteurs Candu, qui sont au Canada. Et c'est le Canada qui fournira le tritium pour faire les réactions. Alors à ce moment-là,
la personne qui entend ça dira, mais alors, on va fonctionner avec un carburant qui va être fourni par les Canadiens. C'est pas possible. On ne peut pas dépenser l'énergie folle pour fabriquer du tritium pour ensuite refabriquer de l'énergie. Donc, les tokamaks communautaires sont prévus pour fonctionner comme des surgénérateurs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une réaction deutérium-tritium qui produit un neutron, et avec ce neutron, il faut refabriquer du tritium en faisant une collision avec du lithium. Donc le lithium sert à faire cette régénération. Donc en fait, on a non pas une réaction nucléaire, mais deux. On a une réaction qui est deutérium-tritium qui donne hélium plus neutron. Puis ensuite, on a un neutron de fusion à 14 mètres qui bombarde du lithium. Et on a neutron plus lithium. Alors lithium, c'est lithium 6. Avec un neutron, ça fait 7. 7, ça fait 4 et 3. Donc ça va faire tritium et hélium. Donc finalement, le carburant... Alors c'est vrai que quand les fanatiques d'ITER disent « c'est le soleil en éprouvette », exact, la température est énorme. C'est-à-dire qu'au cœur du soleil, il y a 15-20 millions de degrés. Alors que dans les machines comme le jet, il y a 150 millions de degrés. C'est déjà faire beaucoup plus. Et puis c'est vrai que les puissances rayonnées sont du même ordre. Je crois qu'on a 15 mégawatts par mètre carré. Enfin, c'est très, très très fort. Et alors, le thème aussi d'énergie illimitée, ben aussi c'est exact. Parce que le deutérium, on le trouve dans l'eau. Puis le lithium, c'est pas non plus très compliqué à extraire. Il y a des sels en Turquie, enfin, c'est pas très très cher. Mais le problème, c'est de faire marcher ce surgénérateur. Et ça, c'est pas de la tarte. Alors, il y a une chose, c'est que cette réaction deutérium-tritium, premièrement, il faut savoir que la première obtention d'énergie de fusion, ça a été fait sur le jet en Angleterre, à Culham pendant une seconde. Et ces gens-là ont travaillé sur deutérium-deutérium, essentiellement. Et ils ont fait quelques expériences de deutérium-tritium. Pourquoi? Parce que le tritium est radioactif. Il a tendance à se coller absolument partout. Et les Anglais ont fait l'essentiel de leurs expériences avec du deutérium, puis après ils ont fait quelques expériences au tritium pour vérifier. Mais s'ils avaient continué au tritium, ils ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre, parce que ça devenait radioactif. Vous voyez, bon, ok. C'est pour ça que, en disant, si on crée des tokamaks qui marchent avec du tritium, une fois que ça a commencé comme ça, on ne pourra pénétrer qu'avec un bras robotique. On ne peut plus envoyer des gens, parce que le tritium est radioactif, il se décompose pour radioactivité bêta, il est radiotoxique. En plus, comme c'est de l'hydrogène, il passe au travers de n'importe quoi, c'est quelque chose de pas commode du tout à faire fonctionner. Alors ça, c'est pour les aspects technologiques, et je vois que, en fait, l'immense majorité des gens ne sait pas comment marche un appareil comme ITER, parce qu'on est resté sur des phrases comme « le soleil en éprouvette », et puis l'énergie limitée, c'est tout. Et puis après, on vous montre la réaction deutérium-tritium, etc., etc. Puis alors, si on parle du lithium, ah bon. Alors là, la bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire cette régénération du tritium? Eh bien, à ce moment-là, derrière la première paroi, il y aura des modules tritigènes qui contiennent du tritium, qui contiennent du lithium plutôt, et à ce moment-là, ceci étant bombardé par les neutrons, devrait redonner du tritium. Mais ça n'a pas été expérimenté, vous voyez. Autrement dit, on part dans une filière technologique quand même extrêmement lourde, extrêmement chère, qui va mobiliser des milliers de personnes pendant des dizaines d'années, avec des formules technologiques qui ne sont pas testées. On n'a pas testé la résistance des parois à des neutrons de 14 MeV, alors que vous savez que dans la fission, ils font 2 MeV. Donc on a des neutrons qui sont 7 fois plus énergétiques. Il était question de construire au Japon une installation qui s'appelle IFMIF, qui veut dire International Fusion, enfin un truc qui permettait de fabriquer des neutrons à 14 MeV pour tester le matériau. Hein. Et cette installation-là, elle n'existe que sur le papier, et c'est un truc qui fait 240 mètres de long et qui aurait coûté le tiers d'ITER. Et la logique aurait voulu de dire, on commence par faire ça, on teste les matériaux, et quand on est sûr que ça marche, on commence. Alors que Motojima, qui est le directeur actuel d'ITER, a dit dans la presse, c'est pas parce qu'on n'a pas les matériaux qui tiennent qu'on va pas lancer le projet. Moi, je trouve ça assez fou. C'est un peu comme si vous vouliez construire un avion en disant on n'a pas l'acier avec lequel on fait des ailes, mais on va quand même le construire. Et puis, ma foi, si les ailes pètent, c'est que c'était pas bon, quoi. Et là, on a commencé, je peux faire un bref historique, en disant on a commencé avec Torsupra. Torsupra, il y avait un champ supraconducteur. Ça de ce côté-là, ça s'est bien marché. Et puis à l'intérieur, eh bien, on s'est dit on va mettre du carbone. Et le carbone, ça se sublime à 1500 degrés.
Donc ça paraissait être un bon candidat comme paroi. Et là, les surprises ont été énormes. D'abord, il y a un phénomène qu'on appelle le sputtering, c'est-à-dire que à la fois le rayonnement et le bombardement par les particules fait que le carbone fiche le camp partout dans la chambre. Mais ça, ce serait un moindre mal, parce que s'il se redéposait comme ça, ce serait tranquille. Mais là, il se combine avec l'hydrogène pour donner des carbures. Et à ce moment-là, ces carbures se redéposent, et si c'est du tritium, ça devient des carbures de tritium. Ça veut dire que toute la paroi devient radioactive. Donc après des décennies d'expérience, on est arrivé à la conclusion, on abandonne le carbone. Et abandonner le carbone, ça a amené à s'orienter vers le beryllium, et le beryllium, c'est toxique, c'est cancérigène, c'est pas commode du tout à manipuler un truc comme ça. Et on n'a pas d'expérience sur l'abrasion du beryllium par ces machines-là. Il faudrait commencer par dire, bon, on va tapisser tore-supra de beryllium, on va voir ce que ça donne. Non, on a l'impression qu'ITER, c'est une espèce de... c'est un corps sans tête. Il y a des bras, des jambes, hein, et tout ça, ça avance, et il n'y a pas de tête. Et on pourrait dire que le signe de tout ça, c'est que le premier directeur d'ITER, c'était M. Kieda, qui était un diplomate. Hein. Et maintenant, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire que vous avez des spécialistes du chauffage par les neutres, vous avez des spécialistes des supraconducteurs, vous avez des spécialistes de tous les côtés, et quand vous cherchez une tête, quelqu'un qui a une vision d'ensemble, ben vous ne la trouvez pas. Je vous repasse la parole. Bien, si j'ai bien compris le plaidoyer contre ITER, ce que j'en sais, moi personnellement, c'est que la filière qui permet de produire du tritium n'est pas expérimentée à l'échelle industrielle, ce qui est d'ailleurs un problème général qui montre à quel point la fission est bien plus pratique que la fusion, puisque le passage à l'échelle industrielle consiste toujours en gros à multiplier une expérience de labo par 1000. Ça, c'est un chiffre à retenir. C'est que quand on réussit à faire ça, c'est qu'un procédé au labo peut passer au stade industriel avec une relative facilité. C'était le cas de la fission, c'est pas vraiment le cas de la fusion. Donc je prends note des difficultés qui sont évoquées ici, sachant que pour moi, la fusion comme projet d'avenir, tel que je la conçois, c'est pas vraiment un problème de réaction de deutérium-tritium, qui est juste un cas particulier. Je ne connais pas bien l'historique qui a conduit à privilégier cette réaction, à part le fait qui est bien connu en physique nucléaire, que c'est la réaction la plus facile à réaliser. Donc on a un avantage énergétique, mais on le paye par des inconvénients qui sont que le tritium, faut bien l'approvisionner. Il y a également le problème, mais qui, cette fois-ci, du point de vue d'un ingénieur, n'est pas vraiment un problème sérieux, qui est le problème des matériaux. L'analogie de l'avion est justement bonne, parce que quand on a produit le premier avion, on a fait exactement la même chose que ce qu'on fait avec ITER. On a construit un machin, on ne savait pas vraiment si ça allait voler, et puis on s'est lancé avec, il y en a qui se sont tués, et puis on a fini par avoir aujourd'hui des avions qui volent. Donc apprendre en marchant est pour moi une méthodologie qui n'est pas stupide, et si les responsables d'ITER disent le problème des matériaux, après tout on a lancé la navette spatiale, on n'était pas sûr non plus si elle allait tenir à l'entrée dans l'atmosphère, puisque c'est des conditions qui n'ont jamais été réalisées avec des hommes dedans. Il y en a une qui a explosé, puisqu'il y avait malencontreusement une brique qui s'était détachée. Mais aujourd'hui, on sait gérer les matériaux et produire des matériaux qui font ça. Donc personnellement, là, j'aurais plutôt confiance que les problèmes des matériaux sont des problèmes qui se résoudraient, d'autant plus qu'il faut garder présent à l'esprit l'échelle des temps. Quand on a parlé pour la première fois de la fusion nucléaire et du concept de tokamak, j'étais pas encore né. On est aujourd'hui 50 ans après. J'exagère, mais on n'est pas plus près du but qu'au moment où j'étais né. Plus près du but sur le plan industriel, j'entends.
la science a avancé énormément. On comprend beaucoup plus. Quand j'étais né, par exemple, la chromodynamique quantique n'existait pas encore. Donc les réactions nucléaires sont aujourd'hui beaucoup mieux comprises qu'il y a 50 ans. Mais la partie technologique et industrielle, je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus proche. Donc on voit que dans l'exploitation de la fusion à des fins industrielles, encore une fois, il ne s'agit pas de jouer ici, de refaire du LHC et d'étudier la physique fondamentale des noyaux. Il s'agit de produire de l'énergie à l'échelle industrielle. On parle d'échelle de temps qui se mesure en décennies, pour fixer les idées, peut-être un siècle. Je ne me lancerai pas dans des hypothèses sur l'état de la science et de la technologie dans un siècle. Donc je suis convaincu que les problèmes de matériaux seront de toute façon résolus. Le problème de tritium, il est un peu plus embêtant parce que comme effectivement c'est un isotope d'hydrogène, ça va partout et c'est très très difficile à retenir l'hydrogène. Mais ce que je pense beaucoup plus, que probablement on s'apercevra que la réaction deutérium-deutérium qui présente beaucoup d'avantages... Deutérium ou tritium? Non, mais moi je pense personnellement que même si c'est énergétiquement plus difficile à réaliser, le jour où on aura de la fusion, parce que ça, par contre, j'en suis convaincu, je suis absolument convaincu que l'humanité va maîtriser et disposer la production de l'énergie par la voie fusion. Mais je crois que ce sera plutôt la réaction deutérium-deutérium, puisqu'on constatera que finalement les inconvénients de la voie deutérium-tritium ne sont pas trop faibles par rapport aux avantages. Changer de fusil d'épaule et on va travailler sur deutérium-deutérium. Il faudra des températures plus élevées, mais on va y arriver. 150 000. Est-ce que je peux? Ouais. Là, si vous voulez, je vais vous contredire parce que vous avez dit à un moment, bon, il y a ce problème des matériaux, mais il semble quand même que depuis 1950, c'est-à-dire la construction des premiers tokamaks, on a fait beaucoup de progrès sur le plan scientifique. Eh bien, là, c'est complètement faux. Il y a un garçon qui s'appelle Cédric Reux, qui a fait une thèse à l'Institut d'études de la fusion par confusion magnétique. Je ne sais plus quel est le logo de cet institut, mais là-dedans vous trouvez Gabriel Marbach, vous trouvez Châtelier, vous trouvez tous les gens qui sont liés étroitement à ITER. Et dans le jury de sa thèse, d'ailleurs là, présentons la couverture de sa thèse, et ici, la liste des membres, vous trouvez des gens d'ITER Organisation, vous trouvez des gens du CEA. Donc, ce qui se trouve dans cette thèse de doctorat, a en quelque sorte l'imprimature de la maison. Ce n'est pas une thèse obscure qui est faite par un petit assistant dans une fac de province, c'est vraiment ça. Et quand on lit cette thèse, on est stupéfié. Alors, moi, j'avoue que je connaissais bien la physique des plasmas froids. Là, c'est la physique des plasmas chauds, la physique des tokamaks. J'ai passé 5 mois et demi là-dedans. Et surtout, j'étais en contact avec des gens qui étaient très calés dans ce domaine, qui étaient au CNRS, mais qui ne pouvaient pas parler. Parce que si un type comme ça, qui a un poste élevé au CNRS, parle contre ITER, le lobby nucléaire l'écrase complètement. Il perd les crédits et tout ça. C'est fini. Donc, là, quand je parle, j'ai derrière moi des gens dont je suis le porte-parole, en quelque sorte, n'étant pas issu moi-même du nucléaire. Et ce qu'on apprend de ces gens-là, ce qu'on apprend dans la thèse de Reux, qu'il faut vraiment lire, qui est extraordinaire, c'est que les tokamaks, eh bien, on ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas comment ça ne marche pas. Alors, quand vous travaillez à Fontenay, même si ça remonte à longtemps, vous devez vous rappeler qu'on commence par remplir le tore avec un gaz à basse pression, et puis après, on le chauffe par induction. Absolument. Voilà, on chauffe par induction. Et dans des machines comme Tor Supra, je crois qu'on fait circuler un courant plasma qui fait 1 million d'ampères. Dans le jet, ça doit être 1,5 million d'ampères. Donc la température monte. Ensuite, il se passe un truc très curieux, c'est que quand la température dépasse 10 millions de degrés, le plasma cesse d'être résistif. C'est-à-dire que les électrons vont tellement vite, ils vont à 50 000 km/s, qu'ils ne voient plus les ions. Alors on se dit, c'est formidable, j'ai fabriqué un milieu supraconducteur. Pas du tout. Il faut quand même entretenir ça avec un système d'onde qui s'appelle current drive. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais il faut entretenir ce courant. Et à ce moment-là, je pose la question aux spécialistes en disant, mais c'est quoi le PERT? Eh bien, on ne sait pas très bien comment ça marche. Donc déjà, le tokamak est mis en marche, on entretient ce courant, et
Où sont les pertes? Comment ça fonctionne? On ne sait pas. Donc vous voyez, tous les mécanismes, qui sont d'ailleurs des mécanismes turbulents, tout à l'heure vous évoquiez la turbulence, c'est le problème clé de toutes ces machines-là. Et cette turbulence plasma, on est dans le bleu. Donc la machine est en marche, puis après, ensuite, on utilise des moyens de chauffage additionnels, qui sont des injections neutres, micro-ondes, etc. On monte la température, et là, miracle, 100 millions de degrés, ça fonctionne. Bon, passons sur ce problème de résistance des parois et quoi que ce soit. Maintenant, il y a un mot que je vais prononcer. Est-ce qu'il vous évoque quelque chose? Les disruptions. Vous connaissez? Ouais. Hein? Qu'est-ce que c'est pour vous, une disruption? Bah, c'est interruption de la circulation du plasma, c'est-à-dire comme une divergence dans un régime chaotique d'un fluide. Mais le détail, j'ai dit, je ne suis pas spécialiste de magnéto-hydrodynamique, donc je n'irai pas plus loin. Le détail, moi je l'ai trouvé dans la thèse de Reux, parce que je ne connaissais pas du tout. Le détail, c'est qu'en un millième de seconde, la température tombe d'un facteur 100 000. C'est-à-dire qu'on passe de 100 millions de degrés à quelques dizaines de milliers de degrés. C'est incroyable un truc pareil. Alors, cette chute en température représente une perte totale de l'énergie thermique qui est dans le plasma, qui évidemment doit se retrouver quelque part. Bon, elle est évacuée par rayonnement. Maintenant, la question intéressante, on peut la poser aux spécialistes, pourquoi est-ce que ça se produit? La réponse, ils ne le savent pas. Quel est le mécanisme qui fait qu'on a le quench, l'effondrement total de la température? Ils ne savent pas. Alors vous voyez, on ne sait pas. On démarre un tokamak, il y a des pertes, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ensuite, tout d'un coup, il y a ces disruptions, on ne connaît pas le mécanisme. Là, ce qui se passe, c'est que comme la température tombe très fortement, le plasma devient résistif, l'intensité électrique dégringole, il y a des courants induits. Alors là, les effets sont effarants, parce que cette variation du courant se combine avec ces champs magnétiques qui, dans ITER, font 5 Tesla. Et alors, moi j'ai donné une image dans un papier que j'ai mis sur mon site. Finalement, le plasma d'un tokamak, c'est comme un dragon qui se mord la queue. Dans un tore, vous mettez un dragon serpentiforme, comme ça, qui se tient la queue entre les mâchoires. Et si jamais il se lâche, d'abord il devient complètement fou furieux, et ensuite il mord la première chose qui passe à sa portée. Et alors là, disons que dans ce document-là, vous avez des photos qui montrent des parties de parois qui ont été amochées comme ça par des disruptions. Bon, ça fond la paroi, il y a des forces électromagnétiques qui tordent des éléments de façon extrêmement spectaculaire. Il y a des forces qui font 500 tonnes. Bon, et tout ça, c'est ce que dit Reux dans sa conclusion et dans son introduction. Jusqu'à présent, lorsqu'on a mis en œuvre les tokamaks, eh bien, ma foi, imaginez Torsupra, tout d'un coup, il y a un incident comme ça, on entend boum, puis après on ouvre la porte, on balaye les morceaux et on remplace les éléments qui sont cassés. Et parce que, comment dire, dans la disruption, l'intensité du courant est de l'ordre du courant plasma. C'est-à-dire qu'on a une foudre d'1 million d'ampères. Hein. Eh bien, sur ITER, ce sera 15 millions d'ampères. Et sur Demo, ce sera 150 millions d'ampères. Donc, autrement dit, ces problèmes-là sont inévitables, on ne les comprend pas, on ne sait pas les stopper, et plus les machines seront puissantes, plus ce sera instable, et moins ce sera contrôlable. Donc, alors là, vous voyez, ce n'est pas une question de dire on va trouver des solutions pour les matériaux, etc. C'est de dire, est-ce que c'est raisonnable de se mettre dans une problématique où ça va être de plus en plus compliqué, hein. Et alors, là, la question, là, vous prononciez le mot turbulence, pourquoi est-ce que ce truc-là se passe? Par exemple, les gens disent, ITER, c'est un soleil en éprouvette. Très bien, mais le soleil, vous savez qu'il lui arrive des choses qui s'appellent les éruptions solaires. Et moi, je dirais que si j'étais professeur d'université, je prendrais mes étudiants en disant, voilà, on va faire une expérience, on décide qu'on va alimenter en chaleur les planètes les plus lointaines du système solaire. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui en profitent. Donc à ce moment-là, vous avez le soleil, il a 6000 degrés en surface, il rayonne 15 MW par mètre carré, vous allez mettre une paroi autour et vous allez mettre des tubulures avec de l'eau pressurisée, vous avez le droit à autant de cuivre que vous voulez, autant de flotte, etc. Et puis, ma foi, c'est calculable. Hein. Je veux dire, les dieux ont tout ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, vous pouvez chauffer Uranus, etc. Puis comme ça, les gens peuvent vivre sur Mercure sans être cuits immédiatement. Tout ça, ça marche, sauf les éruptions solaires. Parce que les éruptions solaires, ça pète votre paroi immédiatement. Et là, on est exactement dans la même problématique. Et pourquoi ces éruptions solaires? C'est un phénomène dissipatif. Ces phénomènes brutaux, c'est une solution que trouve la nature pour évacuer l'énergie qu'il y a à l'intérieur, c'est tout. Alors, dans le Soleil, vous avez des courants convectifs,
Hein. Et puis de temps en temps, c'est pas assez. Boum, il y a une éruption solaire. Eh bien, dans les tokamaks, on essaye de fonctionner contre nature. C'est-à-dire qu'en employant un terme de mécanique des fluides, vous savez, il y a des éléments laminaires. Et la laminarité totale autour d'un profil, c'est pas possible. Il y a toujours un moment où on peut retarder la turbulence. Et la turbulence, ça se déclenche. Bon. Et puis il y a une chose aussi, parce que ça aussi vous l'aviez évoqué, c'est que quand on a une turbulence en mécanique des fluides, elle est locale. C'est pas parce que vous avez une turbulence au voisinage d'une aile que ça va le mettre au bout de la queue. Tandis que le fait qu'il y ait un couplage avec l'électromagnétisme fait que les problèmes d'instabilité des plasmas sont globaux. Parce que tout communique avec tout. Alors, en plus, autre chose qu'on lit par la thèse de Reux, qui est tout à fait logique, dans ces tokamaks, il y a entre 1820 et 1822 particules, et si on veut simuler ça par ordinateur, il faut les faire interagir, ça ferait 1844 calculs, donc c'est pas possible. Donc les simulations sur les tokamaks, rien. Donc actuellement, vous savez que les théoriciens, la seule façon qu'ils ont de comprendre les problèmes, c'est de simuler. Et on ne sait pas simuler. Alors on ne comprend pas, on ne sait pas quoi faire, et la seule chose qui... Alors disons qu'il y a aussi une chose, c'est que ces disruptions, bon, il y a des instruments de mesure qui mesurent différents paramètres. Et à ce moment-là, effectivement, la question que se posent les gens sur ces tokamaks, c'est est-ce qu'on peut arriver à dire, oh là là, ça va diverger. Et comme dire eux, souvent, quand on s'en aperçoit, c'est déjà trop tard. Et ensuite, même si on s'en aperçoit, quelle est la solution? C'est d'inonder le plasma de gaz froid et de l'éteindre. Alors, autrement dit, vous êtes face à une machine qui est comme une chaudière de locomotive, et vous êtes là avec votre lance à incendie. Et vous dites, dès que l'aiguille boule, boum, j'arrose, quoi. Donc, cette technologie, c'est pas une technologie, cette technoscience est immature. Vous voyez, quand vous parliez, par exemple, des réacteurs à fission, on est entièrement d'accord, on maîtrisait ça complètement. Ça a permis à M. Fermi de dire, ben voilà, j'imagine que si je fais tel empilement, ça va diverger, ça marche. Et à partir du moment où ça a été fait, il a pris sa petite règle de calcul et il a dessiné un réacteur de 140 MW. Et ça a marché aussi, parce que le process était dominé. Tandis que là, pour ce qui est des tokamaks, quand on lit la thèse de Reux, on est stupéfait de voir qu'on n'y comprend rien. Il y a une planche qui est extraordinaire, je voudrais qu'on la montre, là on va la montrer cette planche. Il y a ici une espèce de cartouche dans laquelle on voit les 18 causes possibles de dissolution. Et il y a des passages dans cette thèse dans lesquels les gens discutent et ils ne sont pas tous d'accord. D'où ça vient? Vous vous rendez compte, on a un phénomène majeur qui effondre les performances de l'appareil, qui est hyper dangereux. Alors ensuite, comment pilote-t-on un tokamak? Alors évidemment, les processus sont tellement rapides, quand vous prenez un réacteur nucléaire, vous avez une salle de contrôle, vous avez des gens quand même qui peuvent appuyer sur des boutons, déclencher des pompes, c'est quand même à échelle humaine. Là, les tokamaks, c'est pas possible. C'est la millième de seconde, et personne n'est capable de réagir en 100 nanosecondes. Donc tout ça, c'est piloté par ordinateur, et on pourrait dire, mais on a quand même une maîtrise théorique qui fait qu'on sait que ceci, que ça. Non, c'est rien du tout. On a simplement créé des bases de données qui sont un peu comme imaginez des météorologues qui ne peuvent pas voir le ciel et qui simplement mesurent la pression atmosphérique, le degré hygrométrique, etc. Et puis, de temps en temps, ils se disent quand il y a tel ou tel paramètre qui font ça, il pleut. Et à ce moment, on mémorise ça, on a une base de données, et avec un système expert. C'est comme ça qu'on pilote Tor Supra, c'est comme ça qu'on pilote le jet. Et alors le problème, c'est qu'on n'a pas la base de données pour ITER. C'est-à-dire qu'ITER, on va essuyer les plâtres. C'est-à-dire que la seule façon de le piloter, c'est de subir ces disruptions, et on ne sait pas quand elles vont se produire, parce qu'on n'est pas capable de les maîtriser théoriquement. Et celles-là, elles seront dommageables, elles seront dangereuses, elles vont projeter du beryllium, etc. Et ça, on n'en parle pas. Oui, après ce long catalogue de difficultés, avec lequel je suis assez largement en accord, je redirais ce que j'ai déjà dit. Il ne faut pas négliger l'échelle de temps. On n'est pas ici avec un phénomène dont l'échelle de temps se mesure en années, voire au maximum en une décennie. Il faut voir que quand on est dans les processus industriels, quand on regarde la révolution industrielle, la machine à vapeur, quand on regarde les turbo-alternateurs, on voit que les passages de l'idée à une réalisation industrielle se mesuraient la plupart du temps en années ou en décennies. Ici, il y a un ordre de grandeur en plus. Donc, dire que la fusion est compliquée,
C'est un peu comme si on disait à Newton qu'un dispositif à voler plus lourd que l'air est compliqué. Il aurait dit, oui, oui, vous avez absolument raison, c'est compliqué, on ne comprend rien. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça se fait que les oiseaux volent, on n'y arrivera jamais, on n'a aucun instrument, on n'a pas d'ordinateur. Bon. Et puis un beau jour, on commence à fabriquer, les gens se jettent du haut des tours avec des ailes, ils s'écrasent, ils se tuent, puis d'autres mettent des hélices devant, derrière, au-dessus, en dessous, d'autres qui pédalent, d'autres qui mettent des petits moteurs à explosion, des moteurs à vapeur. 9/10 de tout ça, ça ne marche pas. Les équations de Navier-Stokes, on ne les a toujours pas résolues en 2011. On ne sait même pas si les solutions continues existent. Pourtant, on a des avions, des fusées qui volent. Donc, quand on se projette en 2150, qui est un horizon, à mon avis, raisonnable, on est, par rapport à cette période sur le plan scientifique et technologique aujourd'hui, comme Lavoisier était face à la chimie quantique de 2011. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le début, le commencement de l'idée, ce qui ne l'a pas empêché de mettre des produits dans des éprouvettes, de les faire brûler, exploser et peser les résultats des explosions. Donc pour moi, ITER relève de la même démarche. Je ne suis pas sûr, et ça c'est une autre partie du débat, c'est est-ce que dans les différentes stratégies d'obtenir l'énergie à partir d'un processus de fusion auquel, je l'ai dit, je crois fermement, je crois que c'est effectivement la solution définitive au problème énergétique de l'humanité dans son ensemble. Et là, à nouveau, cette fois-ci, on parle d'échelle de millénaire. On aimerait que l'humanité ait suffisamment de l'énergie pas chère, abondante et pas chère, pendant plutôt des millénaires que des décennies. Et là, la seule solution qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement la fusion. Donc j'y crois. En revanche, ça va prendre énormément de temps. Laquelle des différentes stratégies, aujourd'hui on pourrait faire l'inventaire des stratégies de fusion. Pour moi, ITER n'est qu'une parmi N. Personnellement, j'en connais 3, vous en connaissez sans doute davantage. Je connais la voie deutérium, qui est fondamentalement du tokamak, mais avec des conditions opératoires différentes. Même problème de plasma, mais on est à des températures plus élevées. On a ITER, c'est la même chose, mais on remplace le deutérium par le tritium, avec des problèmes qui s'ajoutent. Certains s'enlèvent, température, d'autres s'ajoutent. Celui de stabilité de plasma se divise dans les deux. Et enfin, des technologies d'impulsion qui consistent à créer des conditions opératoires de manière discrète. La différence entre les technologies de tokamak et ce que j'appelle les technologies d'impulsion, c'est que l'une est continue, on produit de l'énergie 24 heures sur 24, et dans l'autre, c'est par des petits quantas d'énergie où la difficulté, c'est comment reproduire cette mini-explosion 24 heures sur 24 et pendant des décennies. Je ne sais pas, je termine, je ne sais pas laquelle de ces trois voies ou stratégies sera pertinente. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs une quatrième auquel personne n'a encore pensé et qui finalement va se retrouver gagnante à cet horizon d'un siècle. Mais je suis sûr qu'une des quatre va réussir. Commencer par ITER ou par autre chose, pourquoi pas. Bien, alors, d'abord je voudrais vous poser une question. Comment marche le moteur de votre voiture? Si j'ai une voiture électrique, il y a une batterie, un moteur électrique. Si j'ai une voiture diesel, j'ai le cycle diesel. Si c'est une voiture essence, j'ai le cycle à explosion classique. Ça dépend du moteur que j'utilise. Je pourrais avoir une voiture à réaction, auquel cas ce serait de la réaction. Non, mais vous avez une voiture qui a un moteur à explosion. C'est différent oui, de la machine à vapeur. C'est-à-dire que lorsqu'on a... Oui, bien sûr. Quand apparaît la machine... Pour éviter des malentendus et des longs développements, la voie que j'ai appelée discrète, bien évidemment, elle a ses analogies, moteur à explosion en est un. Je n'ai jamais dit qu'elle était impossible, j'ai juste dit qu'il y en a 3 et peut-être 4 et que je ne sais pas aujourd'hui, en 2011, laquelle des 4, 3, 4 ou 5 va gagner en 2150, mais je suis sûr
que l'une va gagner. On peut dire, en termes de probabilité, mais là vraiment on regarde dans le mar du café, que peut-être ITER n'est pas forcément, j'utilise des euphémismes, la plus prometteuse. Mais peut-être que c'est lui qui gagnera dans un siècle, je ne sais pas. Alors, à propos d'ITER, effectivement, le problème c'est le coût, et le problème ce sont les dommages environnementaux. Je vous ai dit tout à l'heure que les tokamaks étaient instables, et comme le dirent eux, on va passer d'une échelle qui sont hors supra, le jet, etc., à des machines qui stockeront 1000 fois plus d'énergie à l'intérieur du plasma. Et cette énergie plasma, paf, va partir dans une disruption. Et ITER, c'est seulement 500 MW thermiques. Donc si on veut arriver à penser à une machine qui pourra réellement être opérationnelle, c'est un monstre. C'est un truc qui aura des coups de foudre équivalents à 150 millions d'ampères. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrivera à maîtriser une chose pareille? Oui, on peut. Moi, je peux absolument imaginer ça. Écoutez, je dirais la chose suivante, c'est que arriver à avoir un tokamak stable de grande échelle, c'est comme avoir une météorologie sans nuages, sans courant d'air, c'est comme réussir à faire chauffer de l'eau sans avoir des courants de convection. Je veux dire, c'est complètement lutter contre la nature. La turbulence est un phénomène naturel. Cette turbulence MHD, elle est naturelle et elle est extrêmement violente, elle est globale, et plus les machines seront grandes, plus elles seront instables et moins elles seront contrôlables. Il n'y a pas de solution dans un truc comme ça. Il n'y a pas de solution. Oui, ma formation de scientifique m'a appris que les problèmes sans solution, ça n'existait pas, puisque la seule chose qui existait, c'est les gens qui ne sont pas encore nés, qui eux auront trouvé la solution. Je ne pense pas qu'il y ait une limite au génie humain, et je ne pense pas qu'il existe un problème qui relève de la science. On met de côté les problèmes qui ne sont pas scientifiques et qui ne sont pas quantifiables objectivement. Je ne pense pas qu'il existe un problème scientifique insoluble. J'ai parlé tout à l'heure des équations de Navier-Stokes, elles ont 2 siècles. 2 siècles après, avec nos ordinateurs et nos millions de chercheurs qui produisent des papiers, Navier-Stokes, c'est un des sujets sur lequel se publie le plus de papiers dans le monde. Malgré tout ça, on ne sait toujours pas encore aujourd'hui si ces équations qui sont quand même fondamentales, parce que tout ce qui nous entoure obéit à Navier-Stokes, ont une solution continue. On pourrait se dire c'est quand même hallucinant qu'on n'y est pas arrivé. Je suis absolument convaincu que peut-être dans 10 ans, il y aura une preuve d'un très bon physicien, d'un très bon mathématicien, que les solutions de Navier-Stokes continues existent. Ça se produira forcément un jour. Donc, puisqu'on ne sait pas résoudre un problème, le problème de la turbulence, évidemment, on ne comprend pas exactement. Il y a un papier, un des plus cités dans le domaine de la turbulence, c'est le papier de Ruel, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La transition vers la turbulence. Il propose quelque chose. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment se produit la transition vers la turbulence. Ça ne nous empêche pas de construire des avions et de calculer par ordinateur très précisément la poussée qui va s'exercer sur les ailes pour permettre aux avions de voler, alors qu'on ne comprend toujours pas les phénomènes qui se produisent autour des ailes. Donc moi je crois que les problèmes insolubles n'existent pas. Alors je vais reprendre une de vos phrases de tout à l'heure, quand vous dites je suis convaincu que la fusion représentera une solution pour les problèmes énergétiques du monde. Je suis entièrement de votre avis. Et de ce côté-là, moi j'ai beaucoup travaillé sur la fusion neutronique et sur les Z-machines, c'est-à-dire sur cette espèce de fusion impulsionnelle. Ça, c'est passionnant. Et c'est passionnant parce que c'est l'équivalent du moteur à explosion par rapport à la chaudière à vapeur. Et moi, je dirais la chose suivante, la critique que je fais, une des critiques pour ITER, c'est que c'est la machine à vapeur du 3e millénaire. Et essayez d'imaginer que l'avion Daguerre a quitté le sol
3 cm d'altitude sur quelques mètres, et tout d'un coup, 35 pays disent on va mettre 15 milliards d'euros pour faire une compagnie aérienne qui va permettre de traverser l'Atlantique avec des avions à vapeur. Hein, et à ce moment-là, vous direz, mais je suis convaincu qu'on arrivera à traverser l'Atlantique avec la vapeur. Moi, je me rappelle un journaliste de la Provence qui me disait ces jours-ci... On y arriverait aujourd'hui d'ailleurs. À traverser l'Atlantique avec la vapeur. Ah ouais. Mais non. Avec Ah ça, si, ça coûterait les yeux de la tête, mais on y arriverait. Disons que vous pourriez, avec un appareil de la taille d'un Boeing 747, transporter 4 personnes. Exactement. Voilà. Bon, mais c'est quand même pas, on peut pas considérer. Non, c'est pas très économique, mais c'est pas insoluble. Oui, mais c'est une solution absurde quand même. Hein, voilà. Et Motojima disait, regardez, qui, en voyant les premières locomotives à vapeur, aurait pensé qu'un jour, on aurait des TGV qui vont à 300 km/h. Et à ce moment-là, moi j'ai envie de lui répondre, est-ce que vous avez remarqué que le mode de propulsion a changé? Oui. Hein, voilà. Alors, par exemple, dans ce qui s'agit de l'énergie de fusion, eh bien, votre attitude que je partage, parce qu'il y a une potentialité extraordinaire là-dedans, je dirais même la chose suivante, alors que là, on n'a aucun moyen, aucune prémisse pour dire que c'est possible. La physique nucléaire, c'est de la chimie des noyaux, finalement. Hein. Donc, on doit retrouver dans cette chimie beaucoup d'analogues de ce qui se trouve dans la chimie. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la fission? C'est une dissociation autocatalysée. Hein. Qu'est-ce que c'est que la fusion? C'est A plus B qui donne C plus D, etc. Il est possible qu'il y ait un jour une fusion catalysée, avec un catalyseur, et qui se produise à froid. Je ne vais pas... Ah, pourquoi pas? Je veux dire, vous avez une chose, je vais vous poser une question. Ouais. Connaissez-vous des réactions chimiques qui produisent de l'électricité directement sans produire de chaleur? C'est une colle. Non, pour être honnête, la réponse est non. Si je réfléchis suffisamment, le temps qu'on n'a pas, la réponse serait sans doute oui. Mais je ne peux pas donner d'exemple maintenant. Ben si, ça s'appelle les piles. Bon, dans les piles, il y a quand même dégagement de chaleur. Très peu. Mais il y en a quand même. Très peu. Non, je cherchais quelque chose où il y aurait zéro. Oui, d'accord. Enfin, les piles, les accus. La pile, c'est... il y a effectivement une production de... Cela étant, la production de chaleur augmente avec l'ampère. Et ensuite, la supraconduction, c'est absurde. La catalyse chimique, c'est absurde. Vous prenez par exemple un mélange d'hydrocarbures gazeux que vous brûlez avec l'air, ben vous arrivez à vous chauffer en mettant votre poêle dans la pièce et ça dégage du CO2 et de la vapeur d'eau. Allez expliquer au Moyen-Âge, un jour il y aura la catalyse et je pourrais mettre mon feu dans mon salon, j'ai pas besoin de cheminée, les gens me diront vous êtes fous quoi. Bon ben là, une fusion sans neutrons, c'est quand même extraordinaire, et ça existe théoriquement. Vous prenez bore-hydrogène, c'est pratiquement un neutronique. Hein. Ensuite, le fait que la fusion puisse être catalysée, c'est pas impossible non plus. Moi, ce que je vois, si vous voulez, dans ITER, c'est un procédé primitif. Quand on dit que c'est une machine extrême, je réponds non. Donc, ça n'est pas une machine extrême, c'est la machine à vapeur du troisième millénaire. C'est ruineux et dangereux. Et en plus, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que plus les machines sont puissantes, plus elles sont dangereuses et incontrôlables, c'est quand même un bon argument pour dire stop. Hein. Franchement. Alors, allez-y, et Jean-Pierre Petit a 7 minutes d'avance. Donc, Oui, non, mais on pourra le couper, ces petites parenthèses. On n'est pas obligé d'avoir exactement la parité. On est en train de débattre d'une manière sympathique. Voilà. Je considère que j'ai eu suffisamment de temps pour dire ce que j'avais à dire. Et je pense que Jean-Pierre également. Donc stop à ITER, qui est la dernière phrase que vous avez dit. Je ne partagerai pas ce point de vue complètement. Tout d'abord, je ne considère pas que ça soit dangereux, ou en tout cas dangereux, excessivement dangereux. C'est-à-dire dangereux au point que les 50 millions de Français ou les 7 milliards d'habitants sur la Terre aient besoin d'avoir peur chaque matin quand ils se lèvent. Attendez, c'est le lithium et le plomb et le beryllium. Oui. Ça va être ces maisons, ce truc-là. Ça va exploser. Le lithium, ça brûle. C'est pas la radioactivité qui est dangereuse. Oui, bon, ça exploserait peut-être. J'habite à 20 km, hein, c'est pour ça. Mais justement, j'allais dire que moi j'ai vécu pendant 10 ans à quelques kilomètres de la centrale de Fessenheim. Alors, il y avait des gens qui déjà à l'époque
n'arrêtait pas de parler du danger. Bon, ici on est dans la fission, pas dans la fusion. Comment c'était horrible, on allait tous mourir. Ils étaient paniqués du matin au soir du fait qu'il y avait une centrale nucléaire. Moi j'ai vécu pendant 10 ans à côté, je ne me suis pas réveillé un seul matin où je me serais dit, mon Dieu, je vais mourir aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui se passera à Fessenheim. Si je vivais à 20 km, là j'étais plus près que 20 km de Fessenheim, mais si j'étais à 20 km de l'ITER, mon attitude serait exactement identique. Il y aurait des mesures de sécurité parce que les gens sont pas inconscients. Donc, si, ils sont pas non, conscients. Non, mais non, attendez, non, les non. disruptions, c'est incontournable. Ça va se produire. Non, mais ça va On est bien d'accord. Non, mais s'il y a une thèse qui a été écrite là-dessus et qui prouve mathématiquement que dans l'état de nos connaissances d'aujourd'hui, on pense que c'est inévitable, ben j'admettrais que ça soit inévitable, et du coup, puisque ça doit provoquer des décharges électriques dont les caractéristiques on est censé connaître, puisqu'on parle quand même, si on parle des disruptions, on doit savoir ce que ça provoque. Une fois qu'on parle de ce problème, ben on dira, eh bien on mettra en place une enceinte en béton ayant des propriétés ceci, cela, pour que les dégâts ne tuent pas tout le monde dans un rayon de 150 km. Oui, mais on a quand même un but qui est de produire de l'électricité. Ah ça, alors ça... Si cette machine est absurde, c'est son absurdité qui milite contre elle. Alors ça c'est un autre argument, et à celui-là j'adhère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ITER en tant qu'entreprise scientifique sur une voie très particulière, appelons-le c'est deutérium plus tritium, est pour moi comparable à un LHC. D'ailleurs, les ordres d'investissement, ITER, on parle de 16 milliards d'euros comme ordre de grandeur d'investissement. Je rappelle que la recherche mondiale dans le domaine des renouvelables, c'est à peu près 140 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on pourrait se payer 10 ITER par an. ITER, les 16 milliards dont on parle, c'est étalé sur une période de l'ordre de 15 ans. Donc, avec l'investissement dans la recherche sur les renouvelables, on pourrait se payer 10 ITER toutes les années. Donc, ce n'est pas économiquement excessif. Et si on réussit à en retirer des connaissances scientifiques, puisqu'après tout, puisqu'on ne le comprend pas, théoriquement, il faut bien faire quelque chose, il faut faire des expériences, eh bien, ce sera toujours ça de gagner. Comme on a construit le LHC, parce qu'on a envie d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter théoriquement. Donc pour moi, ITER, ce serait une moisson. Je le vois plutôt comme une sorte d'expérience de labo à une très grande échelle, où certaines personnes pensent, et là, du coup, je rejoins votre position, avec, tout en n'étant pas spécialiste de la fusion, avec ce que je connais et ma formation de scientifique, dans les stratégies qu'on a évoquées, celle qui me paraît la plus prometteuse en termes d'échelle de temps, c'est plutôt la voie discontinue. C'est-à-dire, j'y crois davantage. Mais pas, j'utiliserai jamais un argument en disant celle-là, elle est très bien parce que si ça explose, ça ne va pas tuer 150 millions de personnes. Pour moi, l'aspect de danger dans ITER est complètement... Mais c'est le prix. Alors, c'est le prix. C'est ça, 100 fois moins cher. Je pense, sans pouvoir sans doute l'argumenter d'une manière extrêmement solide, que le problème de l'ITER, c'est que c'est peut-être pas la meilleure stratégie économique de dépenser de l'argent. Alors, je vais vous lire la conclusion de la thèse de Rehe. Afin d'opérer les futurs tokamaks dans de bonnes conditions de fiabilité, de sûreté, de sécurité et de performance, il apparaît de plus en plus nécessaire de maîtriser les disruptions du plasma. Ces phénomènes violents correspondent à une perte de confinement du plasma et sont à l'origine de 3 types d'effets néfastes. Les effets électromagnétiques, comprenant les courants induits, les courants de halo et les forces de la place, qui en résultent, qui peuvent endommager l'enceinte à vide du tokamak et endommager les éléments de structure. Les effets thermiques provoqués par la perte de l'énergie du plasma sont susceptibles de provoquer des dégâts irréversibles sur les parois en contact avec le plasma.
Enfin, les faisceaux d'électrons relativistes accélérés pendant la disruption peuvent perforer l'enceinte à vide. Même si les disruptions sont étudiées depuis la première année des tokamaks en 1950, elles n'ont représenté jusqu'à une période récente qu'une gêne mineure dans l'opération des machines. Ce n'est qu'avec l'avènement des tokamaks de grande taille que leurs dangers ont commencé à se faire de plus en plus présents. Le contenu énergétique des futurs tokamaks et réacteurs étant de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à celui des machines actuelles, les conséquences des disruptions seront d'autant plus graves. La nécessité de les éviter et de les maîtriser devient donc indispensable, l'évitement n'étant pas toujours possible. Je vais me procurer la thèse Bien sûr. Et je vais la lire, et donc je pense qu'on pourra tous les deux conclure le débat qui était essentiellement axé sur la fusion. On a parlé de la fission peut-être pour un autre jour. Pour ma part, en tant qu'acteur du monde industriel sur l'affaire de la fusion et de l'ITER, je dirais que l'extrait que vous venez de me lire me paraît effectivement rédhibitoire, non pas sur le plan scientifique, mais sur le plan industriel. Parce que ce qu'on demande d'un dispositif industriel, c'est un fonctionnement continu. C'est la condition sine qua non. Tout ce qui n'est pas continu ne peut pas être exploité d'une manière industrielle qui demande une grande fiabilité des processus. Ils peuvent être risqués, dangereux, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'ils soient continus. Or, le problème de l'extrait qui parle des forces de la place, qui sont capables de tordre les dispositifs qui doivent être en place pour un fonctionnement continu. Et on imagine bien que s'il faut plusieurs années pour construire une enceinte, on voit la précision qu'il faut dans un dispositif du type LHC. On ne peut pas se permettre, pour une application industrielle, d'avoir une probabilité forte. Alors si c'est 1 sur 1 million, le problème on n'en parle pas. Mais ici, il paraîtrait que c'est un phénomène qui se produit beaucoup plus fréquemment que ça. Et on ne pourrait pas se permettre de reconstruire l'anneau de confinement, par exemple, tous les ans. Un dispositif industriel ne peut pas se permettre. Ça me paraîtrait effectivement être un défaut rédhibitoire pour une utilisation industrielle. Alors s'il ne reste derrière que la possibilité d'utiliser, d'étudier les réactions de terrain-nutrition qui sont certainement intéressantes au niveau des pilotes pour des besoins scientifiques, c'est vrai qu'on n'aurait pas besoin d'engins de cette taille. Ma conclusion serait qu'avec cet extrait-là, il faudra que je lise la thèse, c'est qu'il me semblerait qu'il y a quelques problèmes rédhibitoires à l'utilisation industrielle d'ITER. Absolument. Vous allez lire cette thèse, ça va énormément vous intéresser. Je crois que les arguments sont massifs de ce côté-là. Et vous avez des éléments de fragilité. Quand vous verrez les dégâts que des grosses disruptions peuvent produire, c'est l'enceinte à vide, mais c'est aussi la structure mécanique. Vous avez des forces, des milliers de tonnes qui agissent. Vous avez des courants induits dans les anneaux supraconducteurs, que ça peut bousiller. Alors si à ce moment-là vous dites, ben voilà, on a eu tel dégât et on va avoir une machine qui va être à l'arrêt à Nantes tous les 2 ans, quoi. C'est pas possible. Et ce que vous disiez pour une machine industrielle, il faut qu'on c'est rédhibitoire. Voilà. Et là, le coût, la complexité, le personnel qui est autour. Une centrale nucléaire, ça demande du monde, mais là, il faut 2000 personnes pour faire marcher un appareil. C'est pas possible, quoi. Mais bon, je crois que là, on est arrivé à une conclusion. Maintenant, si vous voulez, on pourrait continuer là-dessus. Je ne sais pas si Jean a cette possibilité, ça c'est à vous. On peut évoquer la Z-Machine. Je pense... moi, je suis un peu pressé. Donc... voilà, c'est ça. Ce sera pour une prochaine fois. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi, j'ai toujours adoré apprendre des choses. Je savais aussi pas mal de choses, mais aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Alors c'est trivial, j'aurais pu le trouver tout seul, mais le problème des forces de la place, j'avoue que j'y avais pas pensé. Parce que moi je voyais ça évidemment sous l'angle de mon expérience qui était l'angle instabilité. Or instabilité,
ça c'est quelque chose qui se maîtrise. Typiquement, les instabilités dans la turbulence, on sait le maîtriser, même si on ne le comprend pas, on ne sait pas le calculer, mais à force de construire des dispositifs et de faire des tests et de faire des expériences, on arrive même à maîtriser les phénomènes chaotiques, des boutons. Bon. Donc les problèmes d'instabilité, tel que j'ai été confronté à ça, d'instabilité du plasma, je me suis dit, à force de faire des expériences, on va établir des modèles empiriques qui diront, parce que c'est des problèmes d'asymétrie, c'est ça qui m'a horriblement choqué quand on est étudiant, on apprend à traiter toujours quelque part une symétrie sphérique, cylindrique, toroïdale, donc c'est sympa, les mathématiques fonctionnent bien. Le problème de ce plasma, il a beau être dans un tor, il n'y a aucune symétrie, c'est horrible, c'est horrible. Il y a une géométrie qui est parfaitement symétrique, et à l'intérieur, le truc, le θr, c'est bordel, bon bref. Donc je me suis dit, ça c'est réellement une grosse difficulté, mais ça c'est le genre de difficulté qu'on résoudra un jour ou l'autre. Ce que j'ai appris aujourd'hui, parce que j'y ai pas pensé avant, c'est le problème des forces de Laplace. Parce que ça, c'est réellement rédhibitoire. Imaginez que, par exemple, une fois par an, il y a une force magique qui traverse cet immeuble, mais avec une puissance telle qu'elle tord un peu tous les murs. Quel est le résultat des courses? On sera obligé de raser la baraque et de la reconstruire. Et si on est obligé de faire ça tous les ans, alors donc là, vous m'avez convaincu, j'avais des arguments plutôt contre. 15 millions d'ampères par 5 Tesla, JB. Ah ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ça n'est qu'ITER. Parce que si vous avez des mots, c'est 150. Alors moi, il faudra que je vois le type de probabilité, parce que si c'est un phénomène... Vous n'avez pas lui donner la thèse, alors? Quoi? Non, mais ça va pouvoir se charger sur Internet. Je vous donnerai l'adresse. Maintenant, il dit que ça se produit. Est-ce qu'ils ont une estimation? Est-ce que c'est réellement une fréquence de type une fois par an? Le problème, c'est qu'on ne sait pas le prédire. C'est-à-dire que au début, par exemple, la première fois qu'on a fait marcher Torsupra, il y a eu une disruption qui a pété l'aimant, quoi. Ça fait, je sais pas. Après, on arrête tout pendant un an. Voilà, on arrête tout pendant un an. Bon. Après, on s'est dit, voilà, on ne sait pas à quoi c'est dû, mais on sait qu'il y a tel paramètre qui font ceci, tel paramètre qui sont cela. Alors, on a fait une base de données. Vous vous rendez compte? Et à ce moment-là, c'est l'ordinateur qui reconnaît... Oui, donc en fait, ils ne connaissent pas la probabilité. Non. Alors, quand on aura fait ITER et qu'on fera les essais, on sera incapable de dire, voilà, il y a une chance sur tant qu'il y ait une disruption. Ça va peut-être se produire au premier essai, en pétant tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, ça c'est grave. Ça, c'est grave. Et on ne peut pas piloter ITER avec la base de données de Torsupra. Et on ne peut pas piloter le jet avec la base de données de Torsupra. C'est tout. C'est de l'empirisme. Non, mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas péjoratif, faire de l'empirisme. Oui, mais il faut construire cette expérience. Oui, non. Mais si la construction, ça consiste à casser 15 ITER avant de savoir ce qu'il faut éviter, c'est pas possible. Oui, mais c'est le problème de scaling, parce que contrairement à la fission, qui s'est scalée très facilement, par un facteur 1000, ici, apparemment, mais vraiment, il faudra que je lise ces tests, apparemment, passer du Tokoma que j'ai connu, qui tiendrait dans cette pièce, presque, j'exagère un petit peu, à un machin qui fait 500 mégawatts, on ne peut pas multiplier ça comme on fait avec, dans un tunnel où on teste les avions. Donc on fait des modèles réduits, puis ensuite on a des règles de scaling qui sont différentes. Hein. C'est pas simple, il suffit pas de multiplier par un facteur, donc c'est un peu compliqué. Il y a des règles de scaling qui permettent de passer des échelles petites à des échelles grosses. Ici, apparemment, c'est pas possible. Donc en fait, même si on faisait à échelle réduite, et on trouverait que la probabilité d'une disruption, c'est une fois tous les 20 ans. C'est super, parce que tous les 20 ans, on peut reconstruire le truc. Économiquement, on a gagné suffisamment d'argent pour se repayer un deuxième. Mais si quelqu'un vient dit, attendez, passage de la taille 1 à la taille 50, on n'est pas sûr que les probabilités sont conservées. Ce sera peut-être une fois toutes les semaines. Exactement. Et si c'est une fois toutes les semaines, on ne le fait qu'une fois. Le truc a marché une semaine, puis après il est arrêté pendant 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour faire un bazar comme ça. Et là, il faut tout refaire.
Parce que l'ennui avec l'électromagnétisme, c'est que ça tord tout ce qui est métallique de partout. Ah ouais, tout. Donc tout est touché. Les structures à l'intérieur du béton, tout a été tordu. C'est assez impressionnant. Oui, hein, ça, oui, moi j'étais assez impressionné aussi. Ça, il- Bon, bon.